Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous au pavillon Cycli. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir notre duo Becca Lemoine. Louise Lemoine ici présente qui sera rejointe par Hila Becca en ligne tout à l'heure. Donc un duo numérique, on va dire, et en ligne. Quelques mots sur la saison en cours, Pas de deux, dont le but était de mettre en lumière des échanges entre architectes, ingénieurs, artistes, cinéastes, clients, habitants, sous forme de conférences en duo. L'espace d'un projet où sur le plus long terme, deux domaines cohabitent, deux esprits imaginent, expérimentent, confrontent leur matière de construire et d'habiter. Donc ce thème emprunté à l'univers de la danse est un dialogue, une forme d'échange en constante évolution qui passe de l'entente à la confrontation, de l'idée commune à la contradiction, de l'amour à la haine, où les rapports de force fluctuent et chacun s'enrichit de l'apport de l'autre. Il s'agit donc de dynamique, de dialogue et de point de vue. Quoi de mieux pour introduire l'événement de ce soir ? Il s'agit donc d'un duo très spécial pour cette troisième conférence, je ne sais plus, de ce cycle, puisqu'il ne s'agit pas d'une conférence, mais bien d'une projection qui sera suivie d'un dialogue, d'un échange avec les auteurs. Il s'agit donc d'un duo permanent issu de l'union d'un architecte, Hila Becca, et d'une historienne de l'art, Louise Lemoine, qui décide en 2005 de former une plateforme de recherche et de création en expérimentant de nouvelles formes narratives et cinématographiques en relation avec l'architecture contemporaine. Tu me corrigeras si... Voilà. Ils sont donc architectes, artistes, vidéastes et producteurs, un beau programme. Leur premier film sort en 2008. Vous le connaissez certainement, le fameux Cool House House Life. Ce film dévoile le projet icône de l'architecture moderne, la maison de Bordeaux de Rem Koolhaas, à travers les yeux de Guadeloupe, qui est chargée de son entretien. Cette nouvelle manière de voir l'architecture à travers son usage de tous les jours par des êtres humains non initiés va, selon Arch Daily, changer le visage de la critique architecturale. Ils vont enchaîner avec les films Pomerol, Herzog de Meuron, Xmas Mayer, Gary's Vertigo et Inside Piano pour compléter la série des Living Architectures. Au passage, en 2016, l'œuvre complète à ce moment-là de leurs 16 premiers films va intégrer la collection permanente du MoMA de New York. Leur travail va s'exposer ensuite dans les institutions prestigieuses telles que la Biennale de l'architecture de Venise, le Maxi de Rome, la Fondazione Prada à Milan. Leurs films sont aussi régulièrement présentés et primés dans les festivals très importants du monde entier, de Copenhague, Tel Aviv, à Chicago ou encore à Turin. Depuis 2017, sauf erreur, ils tournent une série de films, une série toujours en cours, qui s'appelle Homo Urbanus. Une série qui interroge de manière poétique l'interaction de ces humains urbains dans leur milieu, comme si l'on suivait un peu une nouvelle espèce adaptée à un certain biotope. Il y a quelques jours, Hila et Louise étaient présents à la Biennale de Venise dans une discussion intitulée « Le pouvoir émotionnel de l'espace » avec Jacques Herzog et Tatiana Bilbao. Sauf erreur, c'est le titre de votre livre qui sort en ce moment. Et c'est de ce pouvoir émotionnel que l'on souhaite parler ce soir. Et donc, je vous propose, après une petite introduction de Louise, de visionner le film choisi pour ce soir, donc Homo Venetianus, tourné en 2020, pardon. 2019, voilà. Et ensuite, évidemment, d'ouvrir cette discussion, dialogue et échange avec Louise et Hila, qui nous rejoindra en ligne. Donc, je passe la parole à Louise pour introduire cette projection.
Merci beaucoup pour cette belle introduction. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là avec ce beau soleil. Ça sera compliqué de de vous proposer un film malgré la lumière, mais et d'ailleurs, ce soir, malgré le soleil et le début du printemps qu'on attendait tellement, je vous amène au début de l'automne en 2019 avec, du mauvais temps, de la pluie, des inondations, tout ce qu'on veut pas ce qu'on veut pas vivre en ce moment. Donc, en effet, ce film fait partie d'une série qu'on a appelée Homo Urbanus et qu'on développe depuis quelques années. C'est un projet de recherche auquel on tient beaucoup parce que c'est une forme très libre, complètement en dehors de tous les canons, les formats, les attentes, et qu'on développe aussi avec un budget très contraint, ce qui nous donne aussi plus de liberté, et qu'on a tourné dans plusieurs pays, cultures, villes. On passe de Bogota à Rabat au Maroc, on va, à Doha au Qatar, à Saint-Pétersbourg en Russie, à Shanghai, à Tokyo. Voilà, c'est un tour du monde, quelque sorte, un tour aussi d'une grande variété de cultures, d'environnements urbains, d'échelles de villes aussi. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que ce soir, vous voyez un film, mais normalement, la manière dont on présente ce projet, c'est plus ce qui nous intéresse davantage, c'est de travailler sur la question de notre adaptation à l'environnement urbain. Et donc, on les présente comme une grande vidéo-installation. Et donc, vous passez d'une ville à l'autre et vous pouvez avoir ce regard fluide qui passe d'un environnement à l'autre. D'ailleurs, en ce moment, je vous invite, si vous avez l'occasion de passer à Bâle avant la fin du mois d'août. On présente sous forme d'exposition au SAM, au Swiss Architecture Museum, cette exposition, et elle est plutôt très bien présentée. Donc je vous invite vraiment, si ce film vous intéresse, à aller découvrir plus, et vous comprendrez beaucoup mieux le projet en le voyant sous forme d'exposition. Je ne vais pas dire plus. Donc oui, une chose importante, ce film est très singulier dans l'ensemble des films, de cette série de 10 films. Pourquoi? Parce qu'habituellement, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le quotidien, l'ordinaire, vraiment, des comportements. Et ce film a été, au contraire, tourné dans un moment tout à fait exceptionnel, tout à fait singulier pour la ville de Venise, qui était l'Acqua Alta de 2019, c'est-à-dire ce moment où vous avez probablement vu sur la presse ces images catastrophiques de Venise complètement inondée. Il y a eu au mois de novembre, c'est une marée exceptionnellement haute et qui a surpris tout le monde parce qu'elle était bien, bien supérieure aux prévisions météorologiques, parce qu'il y avait une concordance terrible entre une tempête, la marée haute, etc. Et il se trouve qu'on venait d'emménager à Venise à ce moment-là, et donc on a tout de suite décidé de sortir, et avec surtout Ila, avec des combinaisons de pêcheurs pour aller dans l'eau qui montait jusqu'au-dessus du nombril, et de filmer à ce moment-là. Donc c'est un film qui est devenu un petit peu un document aussi, qui a une valeur historique, parce que depuis cet événement catastrophique, la ville de Venise a mis en place le système du Mose, qui est donc cette espèce de barrage incroyable qui ferme la lagune de Venise, et qui essaye de réguler justement l'évolution des marées. Donc ce film représente une Venise qui probablement, ou on l'espère, n'existera plus, de cette Venise inondée. Et donc ça a été un accélérateur, disons, de la mise en place de ce système. Donc ce film, voilà, depuis, Venise n'a plus subi de marée de ce type-là, grâce au Mose. Donc bonne projection, et puis on en parle tout à l'heure. Merci. C'est bon. Merci, merci ces images fascinantes. Je propose avant, si tu veux, d'ouvrir le débat en fait, ou les questions. On peut connecter avec Ila qui devrait nous attendre ou déjà être là. Voilà. Bonjour, bonsoir Ila.
Ah, on t'entend pas. Maintenant, vous m'entendez? Ouais, Oui, c'est bon. ça y est. Bonsoir, Bonsoir tout le monde, bonsoir. merci d'être avec nous En direct de Venise, en direct de Venise. où le sol est plus sec ces jours-ci. On espère. Il y a plus d'eau comme ça. Merci aussi alors pour ces magnifiques, ce magnifique film. Je propose de peut-être avant de lancer les questions. Enfin, moi j'en ai une première qui me vient à l'esprit et qui fait qui répond un peu à ce ou qui questionne plutôt le thème, le thème du duo, du pas de deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre processus de création de manière générale? Vous avez dit tout à l'heure que bon, Aqua Alta, c'est venu un peu à l'improviste. Comment là, vous avez réagi, peut-être par rapport à un processus de création que vous faites normalement, peut-être de manière plus préparée? Quelle est la différence? Et voilà, en gros, comment, comment vous fonctionnez à deux? Mmh. Hem, Tout d'abord, merci de votre attention parce que c'est pas facile de regarder un film, avec tellement de lumière, je je dois dire. En effet, c'est complexe. Je ne sais pas, certains d'entre vous probablement ont cette expérience en architecture, c'est assez commun finalement, les couples qui travaillent ensemble. Peut-être qu'il y a plus de tolérance, on supporte davantage son partenaire. Oui, voilà, ça y est, il est parti. Non, c'est intéressant parce que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, il et moi. On a donc des parcours, des backgrounds de formation différents. On est très différents. Il donc est italien, je suis française. Ce qui aussi fait qu'on a des manières de penser, de travailler différemment. Et la manière dont on s'organise, c'est qu'il a fait l'image, et puis habituellement je fais le son. Et ce projet Homo Urbanus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, brièvement, c'est un projet tout à fait singulier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir auparavant des films, d'autres films qu'on a faits qui sont plus, disons, classiques au sens de plus narratifs. Vous suivez une histoire, des personnages. Généralement, nos films sont très parlants. Il y a beaucoup de dialogues, on échange beaucoup avec les gens qui vivent dans des lieux qu'on filme. Et ce projet Homo Urbanus est au contraire un projet pour nous d'exploration sur un autre type de narration qui est purement visuel. Donc en fait, ce que vous essayez, c'est le montage qui vous permet de créer du lien, et de créer un fil dans la manière dont les événements se construisent. Et ici, comme vous avez pu le deviner, il y a une sorte d'effet de montée progressive de la problématique, en fait, de l'eau qui monte. Au début, les touristes trouvent ça formidable, on fait des selfies encore plus photogéniques, tout le monde prend ça à la rigolade, et puis il y a un moment donné où ça devient très critique et les gens commencent à vouloir s'en aller, n'arrivent plus, ont été pratiquement... euh, la ville s'est fermée, en fait. Les ponts n'étaient plus connectés à la terre ferme parce que le pont était lui-même sous l'eau. Et donc, en fait, tout le monde à Venise était coincé dans cette ville sous l'eau. Donc, les gens, les touristes qui, au début, étaient les mêmes qui trouvaient ça très sympathique, ont pris panique. Il y a eu un sens comme ça d'inquiétude qui a monté dans la ville. Et tout le monde qui essayait de trouver et le taxi, et la bonne combine, et les contacts pour s'en aller. Et voilà, jusqu'à la fin où le beau temps est revenu et la marée a commencé à redescendre et tout est revenu dans l'ordre. Mais ça a été une petite semaine, ça a été à peu près 5 jours, quelque chose comme ça. Et c'est essentiellement Ila qui, pour le coup, s'est mis une combinaison de pêcheur, comme vous avez pu en voir dans le film, et voilà, a passé du temps dans les rues. Et moi, on avait du monde chez nous, j'essayais de nourrir ma famille aussi, parce que c'était des questions très intéressantes. C'est un moment où la question des transports, les transports étaient complètement à l'arrêt, il n'y avait plus d'alimentation, en fait, tout était inondé, les supermarchés, tous les magasins. Donc, en fait, il y a eu un moment où on ne trouvait plus de nourriture en ville. Alors, on commençait à compter les paquets de riz. Et donc, la scène avec le monsieur qui porte le pain,
C'est une scène qui résonne pour les personnes qui ont vécu ce moment à Venise parce qu'il n'y avait plus du tout de nourriture. Et donc, en fait, entre personnes qui habitent là, il y avait des réseaux de WhatsApp pour savoir où est-ce qu'on peut trouver du pain, où est-ce qu'on peut trouver du riz, où est-ce que... Et voilà, et il y a eu comme ça 1 ou 2 journées un petit peu tendues. Et donc, Hila, qui était celui qui passait le plus de temps dehors, avait comme objectif non seulement de filmer, mais aussi de nous trouver de la nourriture. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Ben, le pain, je l'ai aussi suivi pour savoir où est-ce qu'il a amené, pour après en acheter un peu, le ramener à la maison. Exact. Tu veux Euh, expliquer comment on travaille? Parce que ce euh, concept... Vas-y. c'est un peu, ça dépend des projets. Ça, c'est un projet très léger, dans le sens qu'on le fait pratiquement en tournage, on est deux, parfois même tout seul quand c'est très compliqué. Sinon, les autres films, on a des équipes, donc c'est un peu différent. Sur celui-là, c'est assez simple. On voulait dès le départ, on voulait avoir on voulait être très très proche des gens. On voulait filmer la ville, mais comme on filme la ville normalement, on se disait qu'il fallait pas rester loin, il fallait pas regarder de l'extérieur, mais il fallait être faire partie de la scène. Et donc, dès le départ, quand on a commencé à faire ces films, maintenant on en a fait 11 sur ces Homo Urbanus, on s'est dit, il faut que le moyen, la caméra, nous pousse à être très très proche, à être dedans, ne pas à vivre les mêmes choses que les gens qu'on filme sont en train de vivre. Et du coup, on s'est dit, bah, techniquement, on va utiliser un grand angle très, très poussé. Et donc, on est obligé d'être vraiment à 1 mètre des gens. Et en fait, je ne sais pas si on comprend dans ce film-là, mais même dans tous les autres, le plan est très, très rapproché. Donc, on est vraiment dedans. Ça, c'était pour faire en sorte que les gens nous voient. C'est que les personnes qu'on filme soient au courant du fait qu'on est en train de filmer. Et c'est ce qui nous pousse à créer un contact, surtout avec les yeux, après avec la parole, avec le corps. C'est un contact corporel. Donc, on voulait que notre corps soit aperçu par les gens et qu'ils se mettent en relation avec les autres. Donc, en fait, on est là. Et parfois, ce qui est assez surprenant, et on ne savait pas dès le départ, c'est qu'en étant si proche, on est presque invisible. C'est incroyable. On aurait dit plutôt le contraire. Et en fait, plus on est proche, et plus on devient invisible, parce qu'on a une caméra, et donc la caméra, on la voit, tout se voit sur la caméra. Il y a aussi un micro. Quand on est à deux, il y a aussi Louise avec le micro. Mais on est tellement près, on est tellement proche que on fait partie de la scène. Donc, on n'est pas un observateur détaché. Et du coup, ça crée les rapports beaucoup plus simples. Et on nous demande toujours, mais comment c'est possible de filmer ces gens? Et c'est parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est que si notre corps fait partie où il se rapproche, où il se relationne aux autres corps, incroyablement, on devient, je dis pas invisible, mais on devient partie de la scène. Et du coup, on est nous-mêmes photographiés. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur Venise, c'est que Venise est un laboratoire de la ville d'avant-garde. C'est-à-dire que pour moi, c'est Venise, tout est spectacle. C'est un peu pour paraphraser un peu Guy Debord, c'est la ville du spectacle. C'est-à-dire que tout est spectacle. Donc, il y a des villes dans lesquelles c'est plus simple de faire ce film et d'autres villes où c'est le moins possible, moins facile. À Venise, c'est très facile parce que à Venise, est là pour être photographié, pour être filmé, pour être partie du spectacle. Donc, est un spectacle. Nous, on y habite et on sait très bien que tous les jours, quand on se balade dans la ville, on finit dans toutes les photos des touristes, dans tous les accounts d'Instagram. Il suffit de... il y a des étudiants de Venise qui ont fait de l'université, qui ont fait une recherche qui est très intéressante, en fait, ils ont cherché, ils se sont baladés pendant 1 jour dans Venise, dans tous les endroits les plus touristiques, et après, ils ont fait une recherche dans Instagram, dans tous les sources, tous les trucs Internet,
les social qu'on trouve sur Internet, et on découvert qu'ils étaient sur, si je me souviens bien, sur 150 images. Ils se sont retrouvés eux-mêmes sur 150 images. Donc après, ils l'ont répété, et c'était plus ou moins tout le temps comme ça. C'est-à-dire, donc, on fait partie du spectacle nous-mêmes, on est nous-mêmes. Tous les gondoliers, ils savent très bien que ce qui est plus important, c'est pas vraiment de ramer, mais c'est de se faire prendre en photo. Donc, tout est image, tout est image. Et alors, ce qui était intéressant dans ces moments-là, c'est que l'image dégringolait complètement. Au début, comme a dit Louise, c'était encore plus puissante, c'est-à-dire que la catastrophe créait une image encore plus forte, donc c'était encore mieux parce que on pouvait envoyer des photos de soi dans une condition assez spéciale. Donc c'était la Venise, encore plus Venise, parce qu'il y avait quelque chose que normalement on ne voit pas. Et après, à partir d'un moment, ça est devenu trop, un peu trop, ça durait trop longtemps, l'eau était un peu trop haute, et du coup, il n'y avait plus de passerelle. Donc en fait, la Venise avait créé une sorte de limite au-delà duquel elle ne pouvait plus être spectacle, mais ça devenait un peu plus catastrophe. Et quand dans le film on voit que cette limite est dépassée, et bien là, ça devient problématique. Tout le monde s'est échappé. Tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu, quand ils attendaient le Vaporetto, le bateau pour s'en aller, parce que c'était devenu trop. C'était vraiment au-delà du spectacle. Mais en même temps, quand ils partaient, tout le monde partait, et nous-mêmes, on filmait, on continuait à filmer. Donc eux, ils prenaient aussi des photos. Tout le monde continue à prendre des photos. Moi, je dis toujours que Venise ne craint pas l'eau et la mer le niveau de la mer qui monte, parce que de toute façon, ça sera un nouveau spectacle encore. Donc, si on ne pourra pas marcher, on prendra un bateau et on ira voir les églises complètement inondées, mais ça sera de toute façon un nouveau spectacle, et ça sera encore spectacle du spectacle. Donc on a bien compris que ce projet à Venise, il était spécial par rapport à à votre série Homo Urbanus. Justement, comment il s'intègre ou se désintègre? Est-ce que vous l'aviez prévu une fois de le faire à Venise, où vous attendiez peut-être une aqua alta imaginaire? Est-ce qu'il est venu par hasard? Et puis comment, du coup, vous choisissez en fait le prochain Homo Urbanus? Quels sont les critères en fait de choix par rapport à Venise, où vous avez objectivement une relation très proche et quotidienne? Disons que, comme je disais tout à l'heure brièvement, ce qui nous intéresse dans le reste du travail que vous pouvez découvrir donc à Bâle en ce moment, en général, on ne cherche pas des situations spéciales, exceptionnelles. On s'inscrit au contraire dans le quotidien d'une ville, vraiment dans la banalité de sa vie normale, parce qu'on s'intéresse à la manière dont la ville, sa topographie, sa forme, sa morphologie, disons, va déterminer le comportement des gens. C'est vraiment ça qui nous intéressait, c'était de voir comment d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une culture à l'autre, le rapport à l'espace public pouvait être aussi vraiment modifié. Disons que ce film à Venise est évidemment une parenthèse particulière parce que c'est un moment tout à fait exceptionnel dans l'histoire de cette ville. Et néanmoins, c'est un film qui va révéler ou qui va pousser à l'extrême des contraintes que la ville a déjà au quotidien. C'est-à-dire, ça nous intéresse beaucoup d'ailleurs de voir à quel point, là, on peut très très bien lire. Déjà, la ville a une forme de labyrinthe, mais là, le labyrinthe se restreint encore plus. On ressent la pression des ruelles et le fait de ces passerelles qui dessinent en fait des chemins, mais le chemin parfois s'arrête, donc les gens en fait sont contraints dans leur mouvement, dans leur manière de circuler. Le fait aussi que le système de transport ne marchait plus a complètement modifié la manière dont les gens pouvaient utiliser la ville, se déplacer. Voilà, et toutes ces choses-là, ça nous intéresse beaucoup, et c'est vrai que cette condition-là ne faisait que amplifier des éléments qu'on peut lire au quotidien, sinon dans la ville de Venise. Sur le choix des villes, c'est assez aléatoire. Disons que c'est un projet compliqué à monter d'un point de vue de sa production, et donc
On a souvent travaillé sur des zones géographiques où on habitait. Par exemple, on a habité au Japon un certain temps et donc il y a 2 films qui ont été tournés au Japon. Puis du Japon, on est allé en Chine et puis de la Chine et puis en Corée. Donc voilà, il y a un film qui est tourné à Séoul et un autre à Shanghai. Hem, on a tourné un film pour autre chose en Thaïlande, à Bangkok. Donc il y a le dernier film qui sera dans cette série a été tourné à Bangkok. Voilà, donc on essaye de trouver un moyen où quand on nous invite pour une conférence dans une ville qui nous intéresse, mais on essaye de trouver le moyen de rester davantage, comme à Doha par exemple, ou à Bogota, exactement. Donc, en fait, c'est un projet qui pourrait s'étendre de manière tentaculaire, mais qui, du fait des contraintes de production, essaye de trouver la manière la plus, disons, économe de travailler sur un projet en développement. Mais c'est un projet qui nous plaît beaucoup et c'est pour ça que je ne sais pas s'il y aura une fin à cette série. Dès qu'on a une opportunité, on continue. Bâle ou Genève bientôt. On va faire travailler les élèves parce que dans le cadre de cette expo qu'on a à Bâle en ce moment, le SAM de Bâle nous a demandé de faire un workshop qui aura lieu la fin du mois de juin et donc on va les faire travailler sur le lien entre la ville et sa rivière. Donc voilà, dans la continuité de ce projet. Merci. Est-ce que des questions peuvent arriver du public? Il y a un micro derrière aussi. Est-ce que vous voulez réagir? Oui. Je pense que vous passez beaucoup de temps à filmer dans la ville. Est-ce que parfois il y a des situations où vous avez besoin d'aider les gens? Parce que je me souviens à Kyoto, il fallait retourner la petite tortue. Ah C'était une question que je me posais tout le temps. ouais. Est-ce que vous avez des fois, vous vous dites, bon, on filme plus, on intervient parce qu'il faut Mhm, aider d'une façon ou d'une autre? mhm. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, je pense c'est intéressant. Donc vous les avez tous vus les films? Non, non, j'étais à Ah, Bâle, donc j'ai fait le ah tour d'accord, de... d'accord. J'ai vu des extraits. Bah oui, en effet, c'est une question intéressante de celle de la position de celui qui regarde, justement. Pas, évidemment, si vous voyez quelqu'un en difficulté qui est en train de tomber, se faire mal, vous allez baisser la caméra, bien entendu. D'ailleurs, cette notion de la difficulté, elle nous intéresse beaucoup aussi, parce que dans les films, on suit énormément les personnes âgées. Le rapport entre la contrainte, la difficulté du déplacement, du corps vieillissant et de la ville, et notamment au Japon. Enfin, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Mais oui, bah, je pense, Oui, non? c'est une question très intéressante parce que dans les films, les documentaires animaliers, par exemple, il y a une règle, c'est que même quand le lion attaque la pauvre gazelle, il faut pas intervenir parce que ça, c'est comme ça, la nature est comme ça. Mais ça, c'est la nature. Et alors que nous, on travaille pas sur la nature, on travaille sur l'environnement urbain qu'on a créé nous-mêmes. Et sur les gens qui galèrent, eh ben, très souvent, c'est nous-mêmes, les gens qui galèrent dans l'environnement urbain. Alors, en étant parti, comme je disais tout à l'heure, en étant vraiment dans la scène, on n'a aucun problème à intervenir, à faire partie de la scène, même voilà, à aider s'il y a besoin, ou quand même faire aussi en sorte que les choses arrivent parce qu'on est là. Donc, il y a beaucoup d'interventions. Mais c'est une intervention qui est due du fait on fait partie de ça. On nous voit, si vous avez vu le film, il y a beaucoup de cette sorte d'intervention, c'est-à-dire qu'on salue les gens, on parle avec eux, on leur demande comment ils vont. Enfin, Qui joue au il y a un football. vrai, il y a un vrai rapport. Il y a, parfois, d'ailleurs, dans certaines villes, comme par exemple au Maroc, à Rabat, qui était quand même une ville compliquée pour filmer, c'est un peu complexe. On ne peut pas filmer avant de demander si on peut filmer. Donc, ce qui rend en fait un rapport très, très fort avec les gens parce qu'on est très proche, mais avant de lever la caméra, il faut qu'on demande, ça vous gêne si je vous filme, est-ce que je peux me mettre là, donc on explique avant, ce qui ne se passe pas du tout dans d'autres villes, comme par exemple au Japon, ou même en Italie. Vous y allez direct avec la caméra et il n'y a aucun problème. Et vous parlez peut-être avec les yeux pendant quand vous êtes en train de tourner. Au Maroc, c'était le contraire. Il fallait vraiment
demandé. Même à Bogota, ils sont très gentils et très sympathiques, mais bon, il y a des endroits qui étaient un peu dangereux. Et dans ces endroits-là, il faut quand même un peu demander, un peu se présenter, quoi. Donc ça, une fois qu'on fait ça, on est déjà parti de la scène. On n'est pas caché comme dans les documentaires animaliers derrière, sous la terre ou Ou dans les derrière les 4x4. arbres pour filmer. On Mm. filme pas comme ça. On filme pas comme dans les documentaires de nature où il faut pas faire partie. On est complètement dedans. Donc du coup, évidemment, on intervient. Bonjour. Alors, je trouvais le documentaire très intéressant et ce qui m'a surtout interpellée, c'est le fait que, effectivement, vous passiez inaperçu. Vous étiez tellement proche, ça m'a frappé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est votre remarque de dire que c'est pas aussi facile dans toutes les villes parce qu'on se pose la question est-ce que on peut passer inaperçu autant dans des pays beaucoup moins faciles, voilà, par exemple les pays du Sud. Euh, Par contre, j'aimerais savoir quels sont les liens qui rapprochent plutôt, quelles sont les constantes que vous avez retrouvées dans certaines villes, dans votre manière de filmer, dans les populations, que ce soit au nord, au sud, en Asie. On a vu peut-être la différence, la difficulté de filmer dans des pays peut-être plus fermés ou plus moins ouverts à cette proximité de la caméra. Mais quelle est la constante qu'on retrouve dans ces villes plutôt? Pas les différences. Alors, il y a des questions culturelles, en fait. C'est une question vraiment de rapport à la caméra et à l'œil qui regarde. Je pense, mais je peux pas dire parce que je connais pas si bien les cultures de tous les pays dans lesquels on a été, mais il y a des pays qui n'aiment pas trop la caméra parce qu'on leur prend leur image et du coup, le problème n'est pas avec la personne, mais avec la caméra. Donc, c'est-à-dire, même si on a une petite caméra, mais c'est même un touriste avec un appareil photo, il est traité de la même façon. Et dire, on n'aime pas que les touristes viennent nous prendre les photos. Ça, c'est un caractère d'une certaine culture. Et d'autres cultures, par contre, sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire que, si je peux en Italie, par exemple, on a fait le film à Naples, qui est Venise, c'est un peu un cas particulier parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais à Naples, les gens, comme par exemple aussi à Doha, les gens qui viennent de Philippines, des gens comme ça, ils viennent vous demander de filmer. Et dès qu'on nous voit en train de filmer, ils viennent, ils saluent, ils font des gestes et ils disent prends-moi en photo. Ils sont très demandeurs et très contents. Et au Japon, c'est pareil. Les jeunes, alors au Japon, il y a une différence entre les jeunes et les moins jeunes. Les vieilles générations, ils ont quand même une sorte d'indifférence, mais les jeunes sont tout de suite prêts à se faire filmer. Ils sont prêts, c'est la génération peut-être à Instagram, mais ils adorent. Donc, il y a dans nos films, il y a beaucoup de gens qui se mettent en pause pour la caméra. Est-ce que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aime? On aime beaucoup parce que si quelqu'un se met en pause, c'est parce qu'il y a un rapport avec celui qui lui prend la photo. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, si vous allez voir dans les autres films, tout le temps, il y a des gens qui sont prêts qui demandent. Après, je veux dire, c'est d'autres cultures, non, moins, parce qu'ils ont l'impression que les touristes viennent le prendre quelque chose. Mais bon, c'est compréhensible. Alors, les choses qu'on a trouvées en commun, honnêtement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, on a un projet avec Louise, on a un projet de faire un montage différent de ces films, pas par ville, mais par sujet, parce qu'il y a des sujets qui traversent tous les films. Par exemple, c'est un sujet qui nous plaît beaucoup, c'est comment les enfants se traitent de l'espace public. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Le rapport qu'ils ont, les enfants, à l'espace et à la ville, est d'une liberté incroyable et aussi d'une galère aussi incroyable, parce que la ville n'est pas faite pour eux, mais eux, ils ont cette capacité incroyable à se prendre jeu de la ville et donc de la transformer. De se Par l'approprier. contre, les gens plus âgés, c'est pas tout le temps ça, c'est parce que la ville n'est pas faite non plus pour eux, et eux, ils galèrent énormément. Donc la galère et la difficulté d'une une personne âgée, on peut la trouver dans toutes les villes. C'est quelque chose qui est une constante. C'est vraiment, et c'est aussi les gens qui ont un handicap, par exemple.
la ville n'est absolument pas faite pour les personnes qui portent un handicap. Et ça, donc, c'est des constantes aussi. Donc, on est très intéressé, comme dit Louise, pas intéressé, on est très touché par la fragilité des personnes face à l'espace urbain, à l'espace public. Et donc, on est très observateur de ça parce que on trouve que la ville est un espace d'efficacité. Elle a été construite par des gens efficaces, en pleine forme, et qui pensent que tout le monde est comme eux. Et du coup, on vit dans une ville qui fonctionne très bien, comme les villes qu'on connaît, nous, par exemple, très bien. Paris, par exemple, c'est une ville qui fonctionne très bien à partir de 18 ans, 20 ans, jusqu'à 45 ans, 50 peut-être. Après, ça devient impossible. Et surtout, à cet âge-là, il faut aussi avoir un travail qui fonctionne, de l'argent, tout ça. Donc, en fait, c'est des espaces qui ne tiennent pas compte de la faiblesse, voilà, de la vulnérabilité. La ville n'est pas un espace de vulnérabilité. La ville met à l'écart tout ce qui est vulnérable. Et ces films-là sont aussi faits pour ça, pour souligner cette difficulté que les vulnérables ont de vivre dans la ville. Et c'est pas plus, c'est juste observer ça. Mais déjà, on discutait maintenant, par exemple, c'est déjà énorme parce on peut se rendre compte que la ville est un résultat d'une force qui peut être violente. Merci. Merci pour ce film fort intéressant. Sur la base de toutes ces réflexions, de tous ces films, est-ce que ça pourrait se traduire, enfin, est-ce que ça pourrait ne pas rester qu'une réflexion, mais peut-être se traduire dans le quotidien par des interventions d'architectes ou d'urbanisme pour faire en sorte que la ville s'améliore et ne soit pas réservée qu'à une élite jeune et en pleine forme? Mais disons que je pense que on enseigne parallèlement à notre pratique de cinéma. Et c'est vrai que la manière dont on approche l'enseignement avec les étudiants d'architecture, c'est de les sensibiliser à l'importance de l'observation en architecture, comme la première des étapes probablement. Avant même d'être formé en tant que technicien de l'espace, je pense qu'il faudrait davantage affiner notre capacité de regard, d'attention, d'écoute, de compréhension de ce qu'on a autour et des problématiques concrètes. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on a remarqué, on a enseigné dans des écoles voilà, qui souvent poussent à l'idée de créer des architectes qui vont faire des grands gestes architecturaux. Et donc, je pense que ces tout jeunes personnes, en fait, je pense que se construisent d'abord dans cette espèce de narcissisme avant de développer des qualités humaines. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait notamment à la AA School de Londres, on a créé ce laboratoire qui développait exactement ça. C'est-à-dire on a amené les étudiants à se poser des questions dans la ville, de la façon assez semblable, dans leur pays d'origine, et à de travailler vraiment sur affiner une sensibilité humaine avant même d'envisager quelconque intervention. Et je pense que c'est vrai que je pense que ça a fait du chemin chez eux. Et on a des retours de ces anciens étudiants qui maintenant soit sont devenus réalisateurs, soit ont développé une écoute qui les a vraiment changés de route dans leur pratique d'architecture. Donc voilà, je pense pas que ce soit notre rôle de transformer notre pratique en trouvant des solutions, mais si on peut un tout petit peu éveiller sur l'importance de l'observation en architecture, c'est déjà pas mal. Merci. Merci. Vous avez donc, on a posé la question du choix des sujets, donc du choix des villes.
quand vous jetez votre dévolu sur une ville, est-ce que vous avez un objectif en vous disant, bah, tiens, cette ville-là, j'aimerais la montrer de telle manière ou telle manière, ou au contraire, vous vous laissez porter et puis c'est à la fin que vous vous rendez compte, avec la matière que vous avez, comment vous pouvez effectivement le monter soit d'une manière, soit d'une autre, vous en avez parlé. Et est-ce qu'à la fin, chaque ville donne une espèce de thème? Alors, quand on voit Venise, on pense à une espèce de fin de civilisation, fin de monde comme ça. Est-ce que chaque ville a finalement dévoilé quelque chose, un thème particulier? Oui, c'est une bonne question et c'est très juste. Je pense que, disons que dans notre manière de travailler en général, on est assez férocement contre le principe du scénario. On a développé une approche du cinéma qui est au contraire beaucoup plus réactive à la situation, au lieu, pour ne pas arriver avec des idées préconçues, avec une connaissance qui filtre la manière dont vous regardez, vous comprenez les choses et les gens que vous rencontrez. Donc évidemment, avec un peu de culture derrière, on a des éléments de compréhension. Néanmoins, l'idée est de toujours que le film soit un dialogue qui se construit sur l'instant. Et notamment, Homo Urbanus en particulier, c'est des films donc, qui n'ont aucune ligne d'écriture auparavant. Et la seule idée, c'est d'être en totale immersion dans une ville que parfois on ne connaît pas, pour une durée approximativement de 2 semaines, et de filmer en continu pendant 2 semaines. Et les choses, vous les construisez au fil du regard, c'est-à-dire que les thématiques qui vont émerger, elles vous viennent, elles viennent à vous, en fait. C'est-à-dire que plus vous traversez la ville, plus vous vous promenez, et cetera, et c'est un petit peu ce que vous faites vous en découvrant le film. Vous dites: «Ah mais tiens, j'associe ceci à cela et je comprends qu'en fait, il y a un fil rouge qui se construit». Parce que c'est comme ça qu'aussi on les a aperçus et qu'on les a nous-mêmes associés. On s'est dit: «Ah tiens, mais une chose qui se répète 2 fois, 3 fois, 6 fois, 12 fois, 45 fois, et alors, ah tiens, ça c'est un sujet intéressant, on va développer, on va accentuer cet aspect-là». Donc il y a des, comme disait Ila tout à l'heure, il y a des thèmes qui nous intéressent d'un point de vue vraiment et qu'on essaye de trouver, celui des enfants, celui des personnes âgées, celui de la question de la vulnérabilité dans l'espace. Ça, c'est des grands sujets qui nous intéressent. Mais ensuite, chaque ville reconfigure tout, a une identité très spécifique, a des contraintes très très spécifiques. Et donc, on va travailler plutôt ça, plutôt qu'autre chose. Et le climat notamment, je veux dire, on s'est rendu compte à quel point la question climatique forge une ville. Et donc, c'est un élément extrêmement prédominant de ce projet. En quelle mesure le climat nous détermine. Et donc, on a passé de climat d'Asie du Sud-Est à climat désertique comme à Doha, à des villes très humides comme Venise ou Bogota, où il y avait des inondations chaque jour. Donc ça nous intéresse énormément de voir aussi comment on s'adapte et on trouve des solutions face à ces contraintes-là. Oui, je voulais juste rajouter que en fait, c'est ce qu'on a toujours un peu de mal à faire passer, c'est que ce n'est pas des films sur les villes. En fait, on a eu souvent des gens qui habitent dans ces villes et qui ont toujours été déçus à regarder ce film, parce que quelqu'un qui regarde sa propre ville, d'abord, il pense d'avoir une connaissance bien plus pointue que la nôtre. Enfin, il pense, il l'a sûrement, mais il est déçu parce qu'il dit: ah, mais ça c'est pas Shanghai, ça c'est pas Bogota. Et évidemment, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est un regard personnel sur l'homme et ses pratiques sur l'homme urbain et ses pratiques. Alors, il peut y arriver qu'en fait, on passe les 2 semaines, 3 semaines qu'on filme, qu'on le passe dans un seul quartier. Par exemple, le film de Shanghai qu'on a fait, je dirais que 75% du film est dans le quartier chinois de Shanghai. Alors que le plus connu de Shanghai, c'est le quartier français, par exemple. Et on a très peu filmé dans le quartier français, très très peu. Donc évidemment, les gens qui habitent là, ils nous ont dit, mais moi j'ai jamais vu ça. Ça nous est arrivé plein de fois, des gens qui me disent, mais je connais pas cette ville que vous avez filmée. Où est-ce que c'est?
Et évidemment, parce que en fait, il y a des endroits où ce qui nous intéresse se développe beaucoup plus que dans d'autres. C'est pas quelque chose qui arrive partout. Par exemple, il y a une partie de la ville de Séoul qui est la nouvelle Séoul, qui est Gangnam, qui est connue pour la Gangnam Style, par exemple, où on a l'impression d'être à Los Angeles ou à Atlanta. En fait, vous allez là-bas et si vous enlevez les gens qui sont un peu différents, vous serez pas capable de voir la différence avec Atlanta. Alors ça, c'est évidemment, ça nous intéresse un peu moins, même si c'est intéressant pour d'autres raisons, mais nous, ça nous intéresse un peu moins parce qu'on a envie de voir quel est le rapport des gens avec une ville qui est le rapport terrain. C'est pas une ville complètement générique, qui est un peu, ça c'est un peu le résultat de la ville générique, en effet, et qui est partout la même. Alors, on va essayer de trouver les endroits qui sont plus forts pour notre sujet. Donc, c'est déjà là, c'est un choix déjà personnel. Donc, c'est un regard personnel, c'est un regard, une observation qui est absolument pas objective. C'est des films qui sont pas objectifs. C'est des films qui n'expliquent rien sur la ville, mais qui expliquent beaucoup sur la sensibilité que les gens, qu'on essaie de développer d'abord sur nous-mêmes et après de communiquer aux autres. Donc, c'est pas, et donc, du coup, la dérive urbaine qu'on fait est complètement au hasard. C'est une dérive, il faut que ça soit au hasard, il faut que ça soit le hasard qui guide. Et donc, c'est comme ça, on se fait amener par exemple, je pense toujours, quand je dis des choses comme ça, je pense toujours à des scènes. Il y a une scène incroyable dans le film de Tokyo. Et à ce moment-là, j'étais tout seul parce que j'étais presque en train de rentrer et j'ai vu un couple, une jeune fille et un jeune garçon qui étaient habillés bizarrement et que je me suis dit, mais ceux-là, ils doivent aller quelque part. Et ils sont en train d'aller peut-être dans un spectacle, quelque chose, et qui étaient habillés Cosplay. en cosplay, personnage japonais. Comme ça, je les ai suivis. Ils m'ont vu que je faisais des sourires comme ça, je les suivais. Et une heure après, en ayant pris 3-4 métros, je suis arrivé à un groupe gigantesque dans un parc de cosplay, quelque chose de typique au Tokyo, mais qu'on ne trouve pas si fort comme ça. C'était vraiment un rassemblement incroyable des gens de cosplay. Et voilà, et là, c'était incroyable. J'étais fini dans un endroit qui était vraiment où je ne serais jamais arrivé. Je ne serais jamais arrivé, même pas en essayant de me renseigner sur Internet, de le trouver. Je n'aurais jamais trouvé ça. Et ça, c'est la dérive. C'est-à-dire que voilà, on sent quelque chose et on est curieux. Évidemment, plein de fois, on fait la même chose, on n'arrive nulle part. Et puis, parfois, ça arrive. Donc, c'est un peu la perlustration de la ville est faite comme ça. Elle n'est pas faite en ayant une idée au départ. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée sur ce qu'on veut montrer, ce qu'on va trouver, ce qu'on regardera. C'est juste fait par sensation, c'est-à-dire on sent une odeur, on suit une odeur, on fait du bruit, on entend du bruit et on va là-bas parce qu'il y a du bruit. Alors, c'est juste ça, une petite anecdote. Moi, j'ai fait mes études d'architecture à Venise. Et à Venise, à mon époque, j'imagine aussi aujourd'hui, on faisait beaucoup de fêtes la nuit parce que c'est une ville d'étudiants universitaires. Donc, on sortait très, très souvent jusqu'à très tard. Et c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps, vers 5 heures du matin, quand on était encore, on divaguait, on dérive dans la ville de Venise on se faisait porter par l'odeur de croissant. C'est-à-dire qu'il y a la nuit, si vous vous baladez dans Venise, il y a des boulangers qui font le pain et les croissants et vous pouvez sentir l'odeur, mais de très loin. C'est vraiment incroyable, c'est de plusieurs centaines de mètres loin de là. Et comme on ne connaissait pas tous les boulangers, on suivait l'odeur des croissants. Et jusqu'où on arrivait chez le boulanger qui nous vendait un petit sachet de croissants pour quelques milliers de livres, parce que c'était les livres à ce moment-là. Et on était content. Mais ça, la perlustration était faite par odeur. C'est quelque chose qui m'est beaucoup resté. Et du coup, très souvent, par exemple, à Shanghai, j'ai fait beaucoup avec Louise, on s'amuse beaucoup à suivre les odeurs.
ça demande aussi un entraînement, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de faire une visite d'une ville à travers les odeurs, par exemple. Excusez-moi, j'aime bien les anecdotes. Non, nous aussi. On aimerait bien sentir le croissant maintenant, n'est-ce pas? Oui. Oui, alors c'est ça. Je vous propose plus d'apéritif puisqu'il est parti, mais peut-être une dernière question, si je pense que tout le monde a peut-être une envie de croissant, mais non, une dernière. Merci. Bonsoir. Alors moi, je découvre avec intérêt votre travail ce soir que je ne connaissais pas et dont j'avais entendu parler. Je m'interroge sur le processus. Donc, vous dites que vous n'avez pas d'a priori au moment où vous commencez le travail. Vous filmez à peu près pendant 2 semaines, vous vous baladez, vous allez, vous suivez vos intuitions. Ensuite, j'imagine qu'il y a une quantité phénoménale de films et de matière. Comment se passe la sélection et la discussion? Est-ce que là, tout à coup, il y a un thème qui émerge ou bien une attitude ou une atmosphère? Comment est-ce que vous choisissez ensuite de quoi faire 1 heure? Oui, bah, c'est un petit peu ce qu'on disait là, tout à l'heure. Je pense qu'au fur et à mesure, c'est un film qui se construit en se faisant, en fait. Je pense que c'est comme si on a toujours considéré que l'écriture de scénario, quand on travaille sur le réel, c'est un défi absurde, complètement ridicule même. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec des intentions, vous pouvez partir avec des questions, mais c'est très compliqué d'écrire un réel qui n'est pas encore là. Et donc, le concept ici, c'est vraiment d'être des éponges, d'aller quelque part et d'absorber au maximum ce qui va se passer, d'être des témoins, des yeux qui regardent, des choses qui adviennent. Et parfois, elles adviennent aussi grâce à votre présence, parce que, comme disait il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être filmés, et qui tout d'un coup, grâce à la caméra, vont se sentir observés, et ça leur donne confiance. Voilà. Donc, en fait, les films, ils se construisent grâce à ce qui advient. Donc, on est conscient, une fois qu'on revoit tout le matériel, de choses qui ont des punctum, enfin, des sortes de grandes lignes, de sujets qui naissent tout seuls, en fait, qui se dégagent parce que la ville, par exemple, la ville de Kyoto, où on a fait un film. Et alors c'est une ville, là aussi c'est un film un peu singulier parce qu'on y a passé beaucoup plus de temps, pour la ville de Kyoto. On y a vécu 6 mois, donc c'est un film qui a été nourri d'un peu plus de temps d'observation. Mais c'est un film qui se concentre sur l'espace de la rivière qui divise la ville, et la paix, la sérénité qui se dégage de la présence de l'eau au centre de cette ville, et toutes les activités, tous les comportements que la présence de l'eau va engendrer. Alors, voilà, c'est une ville où immédiatement on a été pris par la sérénité du lieu, par une sorte de rythme très lent, très étiré, comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui vous retrouvez dans le film, parce que ça a été un ressenti très fort au moment des faits. Mais c'est le cas d'ailleurs à chaque fois. Hum, c'est chaque ville est tellement singulière, pose des questions par rapport à la manière de vivre. Par exemple, la ville de Doha, c'était complètement passionnant sur le rapport à l'échelle du piéton, parce qu'en fait, nous sommes des piétons, nous. Et on essaye de rester, malgré en fait l'échelle de la ville de Doha et le fait que la ville n'a même pas été pensée à l'échelle du corps humain, mais seulement celle des 4 roues, voire du 4x4 ou voilà, de ce genre de voiture-là. On a essayé de questionner justement la ville à l'échelle de nos 2 pieds, et de voir aussi qui reste à pied, en fait. Et ça, c'était vraiment une question intéressante, parce que finalement, voilà, c'est aussi un système d'exclusion, et finalement, il en reste des piétons, c'est ceux qui n'ont pas les 4x4. Et voilà, donc ça vous donne des clés de lecture sur une ville comme celle-là, que probablement vous n'auriez pas nécessairement perçu si vous aviez utilisé les transports comme le suggère la ville.
Mais Sur le, je vais juste dire une chose, c'est vrai que 2 semaines à 10, 12 heures par jour à filmer, ça fait beaucoup de matériel. Et en effet, on arrive qu'on a beaucoup de choses, d'heures, beaucoup de choses qui sont bien, de choses qui sont moins bien, tout ça. Donc, le processus de montage est très long, très long. C'est pas autant que le tournage. Et donc, ça nous prend beaucoup de temps. À un moment donné, et en plus, on monte à deux, c'est-à-dire que pas ensemble, on monte, il commence à filmer, il donne le montage à l'autre. L'autre, il change tout et il redonne le montage à l'autre. Il rechange tout et il le redonne. Donc, on fait une sorte de passage de ballon, de boule de feu. On se la passe et à chaque fois, on change tout, on s'énerve, on se dit non, mais non, ça, c'est pas comme ça, jusqu'au jour où on arrive à trouver un moyen quelque chose sur lequel on est content tous les deux. Donc, on y met toutes les idées qu'on a, tout ça. À un moment donné, c'est un processus tellement long et fatigant qu'on s'est dit, bon, écoute, en fait, on fait en 2 semaines, on arrive à filmer tout, trouvons un monteur qui nous monte ça comme ça, parce que nous, ça c'est des films qui sont faits avec des petits budgets, donc on peut pas pas passer beaucoup de temps parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Et donc, on se dit, trouvons un ami monteur qui peut nous préparer déjà tout et presque faire le film. Alors, on a essayé 3 fois avec des amis qui sont aussi des très bons monteurs et ça a toujours fini très mal. Ça a presque fini de perdre les amis parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un qui passe un mois sur ce montage, lui dire, écoute, je vais tout refaire parce que c'est pas vraiment comme ça que je pensais ce film. Et en fait, ce qui nous a fait comprendre que à partir de ce qu'on a filmé, on peut faire des centaines de films différents. On peut faire, en n'ayant pas un scénario précis, on peut faire le film complètement différent. Vous avez un monteur, il fait un film. Vous avez un autre monteur, il fait un autre film. Donc, le film se fait au montage, évidemment. Et donc, on récolte beaucoup de choses. Et après, le montage, c'est la création. C'est le moment de la création du film. C'est là qu'on crée le film. On fait les liaisons, on met en relation les différentes images, on fait les séquences, si vous avez filmé cinq personnes âgées qui galèrent dans la ville, vous le mettez tous les 5 ensemble, ça devient plus puissant. Peut-être aussi le mettant loin. Donc, tout change. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, en fait, c'est pas possible de faire monter ça à quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi, en fait, le film de Bangkok, on l'a tourné en avril dernier, de l'année dernière, et il n'est pas encore fini. oui, on n'y travaille pas tous les jours non plus. Ah, mais c'est parce qu'il faut qu'on s'y mette. Et donc, Voilà. mais on a essayé de le faire monter par 2 amis. Et donc, Ouais. et après, on a vraiment eu du mal à leur dire, écoute, merci beaucoup, mais je pense qu'on va le refaire. Ouais. Et Voilà, il était très bien, hein. Il était très bien, mais Pas pas comme comme on on aurait voulait. fait. Ouais. Ouais. ben voilà une belle conclusion sur le pas de deux, le travail à deux et pas à trois ni à quatre. Donc, je crois qu'il nous reste à vous remercier chaleureusement, Louise Lemoine et Ila Becca, pour Merci à vous. cette belle présentation, cette belle intervention et ce beau dialogue. Je suis sûr qu'on a plein d'autres questions, mais voilà, on a dépassé l'apéritif avant et après. Donc maintenant, voilà, peut-être que Louise répondra à quelques questions en fuyant le bâtiment. En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique travail. On vous invite Merci. évidemment tous à aller à Bâle, voir la suite du programme Homo Urbanus jusqu'en juin. Fin août. Fin août, c'est Jusqu'à bon. fin août, voilà. Et donc, on se réjouit de voir la suite, peut-être en Suisse. Il me reste aussi comme communication, oui, on vous applaudira après. Communication, de vous parler de notre prochaine intervention de duo de Roger Bolthauser, architecte, et Rodrigo Fernandez, ici présent, ingénieur, sur la construction en terre, qui aura lieu donc le jeudi 8 juin. On est prêts, Rodrigo? On se réjouit en tout cas. Et merci beaucoup encore à vous. Un grand applaudissement pour nos invités de ce soir.